Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le Premier ministre Abdelkader Kamel a inauguré aujourd'hui un centre d'accueil des enfants en situation de vulnérabilité. Et dans l'actualité africaine, après 61 ans, la dépouille de Patrice Lumumba va être remise à sa famille. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a inauguré aujourd'hui le centre d'accueil des enfants en situation de vulnérabilité en présence de Mouna Ousmane Aden, ministre de la Femme et de la Famille, et de la représentante de l'OIM à Djibouti, Stéphanie Davio. Après une capacité d'accueil d'une trentaine d'enfants en situation de vulnérabilité, le centre est appelé à assurer provisoirement et principalement leur hébergement temporaire, un soutien psychosocial et le référencement médical. L'objectif final derrière cette structure est d'assurer une prise en charge provisoire, le temps de réarmer socialement ces enfants et permettre leur retour à une situation conforme aux exigences de leurs âges. Et il est à noter que ce centre est le fruit d'une coopération fructueuse entre l'État, représenté par le ministère de la Femme et de la Famille en charge du centre, et l'Organisation internationale pour les migrations en tant que partenaire technique, et l'ambassade de l'Union européenne ainsi que l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui ont apporté leur soutien financier pour la création et le fonctionnement du centre. D'autres partenaires sont également impliqués dans la mise en œuvre des missions du centre, dont en particulier le ministère de l'Intérieur, l'UNICEF et OCS Village d'enfants Djibouti. Sur cette base, ces structures représentent une belle illustration de l'importance que requiert la mise en commun des moyens de chaque partenaire. La création de cette synergie a d'autant plus de valeur qu'elle vise une population vulnérable à qui nous devons soutien et assistance. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a procédé au lancement officiel des ateliers de consultation nationale sur la transformation de l'éducation. La cérémonie de lancement s'est déroulée au Palais du Peuple en présence de la représentante de l'UNICEF, du parlementaire et de la communauté éducative. Le secrétaire général du MENFOP a d'abord fait une brève présentation sur ces ateliers nationaux sur la transformation de l'éducation. Il a évoqué le contexte international et notamment les défis mondiaux de l'éducation, puis a rappelé la pandémie de la Covid-19 qui a largement entravé les systèmes éducatifs mondiaux. Deux défis majeurs qui ont placé les systèmes d'éducation à la croisée des chemins selon lui. Aussi, la communauté internationale a décidé d'organiser un sommet mondial sur la transformation de l'éducation qui se tiendra à New York en septembre prochain. Ce sommet aura pour but de placer l'éducation en tête des priorités de l'agenda politique mondial et de maximiser la sensibilisation et l'engagement public. En prélude, un pré-sommet sera organisé à Paris à la fin du mois de juin pour consolider les résultats des consultations nationales, examiner entre autres les conclusions tirées de l'examen de la mise en œuvre de l'ODD 4 du Forum politique de haut niveau. Et dans un mot prononcé à cette occasion, la représentante de l'UNICEF et chef de file du groupe local de parlementaires de l'éducation a déclaré que le sommet sur la transformation de l'éducation vise à renouveler l'engagement mondial en faveur de l'éducation et cherche à mobiliser l'ambition, l'action, les solutions et la solidarité de tous afin d'atteindre l'objectif de développement durable numéro 4 d'ici 2030. On l'écoute. Trouvé parmi vous aujourd'hui pour le lancement des consultations nationales organisées dans le cadre du sommet sur la transformation de l'éducation qui se tiendra au mois de septembre prochain à New York et qui sera précédé par un pré-sommet à Paris ce 28 juin 2022 organisé par les Nations Unies. La pandémie de Covid-19 a exacerbé la crise de l'apprentissage persistante, faisant reculer les décennies de progrès dans le domaine de l'éducation. Sans action urgente, nous faisons face à une catastrophe générationnelle. Ce sommet sur la transformation de l'éducation vise à renouveler l'engagement mondial en faveur de l'éducation. Il cherche à mobiliser l'ambition, l'action, les solutions
et la solidarité de tous afin d'atteindre les ODD d'ici à 2030. La réalisation de cet objectif passe par des dialogues inclusifs et un engagement significatif de l'ensemble des parties prenantes du secteur de l'éducation, en particulier des jeunes, des étudiants et des enseignants qui prennent la forme de consultations nationales. Ces consultations nationales permettant de mettre l'accent sur le changement à instaurer dans les politiques, la planification et le budget pour rattraper le retard pris dans la réalisation des ODD 4 et repenser le futur de l'éducation. Par ailleurs, cette dernière servira à rédiger la déclaration nationale sur l'engagement à transformer l'éducation, qui reprend les actions clés que le gouvernement de Djibouti s'engage à mettre en place pour transformer l'éducation en s'appuyant sur les plans, programmes et initiatives existantes. Je voudrais terminer mes propos en adressant mes remerciements au ministre et ses partenaires sectoriels. Je vous félicite pour votre vision claire et votre politique ambitieuse de transformation de l'éducation qui, j'en suis certaine, permettra de garantir à chaque enfant une éducation de qualité. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a indiqué que les ateliers vont non seulement déterminer les actions qui seront mises en œuvre dans les mois et années à venir, mais aussi donner lieu à un engagement fort au plus haut sommet de l'État devant la communauté internationale, d'où l'implication de toutes les parties prenantes de l'éducation afin que les actions proposées pour impulser une nouvelle dynamique à notre école résultent d'un large consensus et reposent sur des principes et une vision partagée quant au futur que nous souhaitons donner à notre éducation. On écoute le ministre. Et une urgence extrême. Sans un engagement solide pour transformer l'éducation, les objectifs fixés ne seront pas atteints. Donc, face à ce défi, le sommet de septembre a pour ambition de placer l'éducation au centre des débats politiques afin d'obtenir de la part des États une grande mobilisation et un engagement accru. Il s'agit ainsi de donner une nouvelle impulsion au système éducatif de façon à redynamiser les initiatives visant à atteindre les ODD 4. C'est donc dans cette optique que nous avons souhaité organiser ces ateliers nationaux pour la préparation du sommet de septembre 2022 sur la transformation de l'éducation. Il s'agit de bâtir une école ancrée dans son contexte et son environnement, ouvert sur le monde pour répondre à la fois aux aspirations de notre société et aux défis liés à notre époque. Les avancées majeures que nous avons réussi à accomplir depuis lors sont le fruit de nos efforts collectifs. Et pour que cela demeure ainsi le seul principe qui continue à prévaloir pour nous est celui qui consiste à mettre toujours l'école au cœur de la communauté et la communauté au cœur de l'école. Les travaux en atelier ont démarré donc dans une ambiance studieuse et appliquée, sous la houlette de plus hauts cadres donc du MENFOP et de proches collaborateurs du ministre. Participants ont pris acte des objectifs assignés à ces échanges qui visent à développer une vision et une volonté commune entre les différents acteurs dans l'optique de transformer l'éducation d'ici à 2030. Mieux encore, il s'agit de mettre l'accent sur les changements à instaurer dans les politiques, la planification et les budgets pour accélérer la réalisation de l'ODD 4 et repenser le futur de l'éducation. À noter également que 5 groupes de réflexion thématiques ont été mis en place. Les thèmes des ateliers tournent entre autres autour d'un rétablissement du système éducatif suite à la perturbation de l'éducation due à la Covid-19. Par ailleurs, c'est l'occasion d'identifier également les principales transformations stratégiques et les principaux leviers permettant de réinventer l'éducation pour le XXIe siècle et d'accélérer les avancées vers les objectifs communs en matière d'éducation. Et pour revenir donc sur cette journée plus en détail, avec moi donc sur ce plateau, M. Abdi Siki Kayad, actuellement conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale, ancien directeur général de l'enseignement. Bonjour Monsieur le conseiller. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, revenons un peu sur cette journée et dites-nous quels sont les objectifs de ces consultations nationales.
Merci. D'accord. Comme il s'agit de l'éducation, c'est une affaire de tous. Ok. Donc, pour la énième fois, le ministère de l'Éducation nationale a organisé ces consultations nationales justement pour développer une vision et surtout une volonté commune à coordonner l'action des différents acteurs de la République. Et tout cela, pourquoi? C'est dans l'optique de transformer l'éducation d'ici 2030. Et puis, deuxième objectif, c'était de mettre l'accent sur les changements à instaurer dans les politiques, la planification, surtout les budgets. Et pourquoi ces changements? Parce que, comme vous le savez, c'est pour récupérer les pertes qu'on a eu pendant les Covid, pas seulement à Djibouti, mais au niveau international. Donc, pour repenser l'éducation et surtout d'avoir une nouvelle vision. Il s'agit d'une nouvelle transformation. Donc, tout cela, c'est à l'issue de ces consultations, les idées et les propositions, les recommandations qui vont sortir, qui vont servir de base de cette nouvelle école, pour penser le futur de l'école djiboutienne. Alors, et les résultats attendus de ces consultations à court, et moyen et long terme? Oui, les résultats attendus à ce compte seront la base d'une déclaration nationale d'engagement de la République de Djibouti. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y aura un sommet mondial sur la transformation de l'éducation qui aura lieu à New York en septembre 2022, auquel prendra part le président de la République. Bien sûr, notre ministre va l'accompagner aussi. Donc Djibouti va faire une déclaration officielle nationale d'engagement sur les voies et moyens de développer et surtout de transformer dans le futur l'éducation de la République de Djibouti. Merci donc pour toutes ces précisions, Monsieur Abdi Sekir Rayad. Je rappelle que vous êtes conseiller technique du ministre de l'Éducation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Dans l'actualité également, dans le cadre de la promotion de l'enseignement coranique et le développement des méthodes didactiques traditionnelles, donc, le ministre des Affaires musulmanes et de la Culture, Moumin Hassan Barré, a présidé hier à la salle de réunion du Haut Conseil islamique à Gachamalé la cérémonie de remise des diplômes lauréats de l'Institut de l'imam Shafi'i pour l'enseignement coranique. Ont assisté à cette cérémonie le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, le chef du service de l'enseignement coranique, les cadres de l'Institut de l'imam Shafi'i ainsi que les ulama et de hauts responsables du ministère. Les lauréats récompensés au cours de cette cérémonie ont eu le mérite d'apprendre par cœur le grand poème récapitulant les règles de psalmodie et de récitation du Saint-Coran. Et dans son intervention, le ministre a souligné l'importance qu'accorde son département à l'encadrement de l'éducation coranique qui fait partie de la tradition musulmane et qui permet de promouvoir le rôle des écoles coraniques pour nos jeunes enfants. Le ministre a ensuite souligné l'importance de s'inspirer des règles morales et éthiques prônées par notre religion en vue de renforcer les valeurs de la conduite morale, le partage et la cohésion sociale. Au terme de l'intervention, le ministre Moumin Hassan a vivement félicité les jeunes lauréats qui ont pu mémoriser le Coran complet et beaucoup de poèmes qui incitent les jeunes musulmans à se consacrer à la mémorisation du Saint-Coran, notamment durant la période estivale. Dans notre pays, la période de Khamsin a débuté hier et va se poursuivre durant 2 mois environ. Et déjà, la météo nationale a relevé une température de 43 degrés hier à 14 heures. C'est au cours de cette période que les températures sont les plus élevées et peuvent atteindre plus de 45 degrés. Avis donc à la population djiboutienne de se protéger, de boire beaucoup d'eau durant la période de Khamsin où la température augmente avec un vent sec et chaud. Les personnes âgées doivent également redoubler de vigilance pour éviter la chaleur ou les expositions au soleil. Les personnes qui travaillent en mer ou au dehors doivent aussi être vigilants pour éviter le coup de vent violent ou le coup de soleil. Les automobilistes doivent être prudents sur la route. La visibilité sera réduite lorsque le vent souffle fort et c'est aussi durant cette période de Khamsin que le risque d'incident est le plus élevé. Un pic de température, ça veut dire 43 degrés. C'est la période. Si nous revenons à nos annales climatologiques, l'année dernière, ça veut dire en 2021, il avait commencé le 30 juin. L'année d'avant, en 2020, il avait commencé le 8 juin. Et l'année d'avant aussi, en 2019, il a commencé le 16 juin. Ça veut dire, ces derniers temps, il y a un petit changement. Avant, on attendait tout le 20 ou le 21 du mois de juin. Mais maintenant, on voit que parfois il avance, parfois il recule. Ça, c'est le changement climatique, je peux dire. Et ce vent bouillant, et sec viennent de hauts plateaux éthiopiens et transportant
avec des poussières et des sables. C'est ce qui augmente la température durant cette période. Je dirais donner beaucoup de vigilance, surtout les gens, les pêcheurs qui vont à la mer, les gens qui vont à la mer. Et puis, je dirais aussi les gens qui utilisent la cuisinière en kérosène. Et puis, les gens qui circulent en véhicule, la visibilité sera réduite. Suivez nos informations, ça veut dire suivez nos prévisions et restez en contact avec nous. Après une série de visites des structures sous tutelle à Djibouti-Ville, c'était au tour de celle d'Ali Sabier d'accueillir le nouveau directeur général de l'Agence pour la promotion du sport national, Mohamed Omar, accompagné d'une forte délégation du secrétariat d'État au sport, avec à sa tête la secrétaire générale Khadiga Ibrahim Idriss. Dès son arrivée, la délégation a été accueillie par le préfet adjoint et le président du conseil régional, ainsi que par les différents responsables des infrastructures. La visite a débuté au complexe sportif, puis le centre du sport et études de haut niveau et enfin le centre sport-études d'Ali Sabier. L'objectif de cette visite de prise de contact était d'écouter les responsables des structures sous tutelle et recueillir les informations sur leur organisation et fonctionnement. Il était aussi question de faire un état des lieux, des infrastructures et surtout d'imprégner les conditions de travail de ces personnels. Remerciant le directeur général pour sa série de visites, chaque responsable lui a souhaité la bienvenue avant de lui présenter le fonctionnement de son entité. Il faut noter également que cette série de visites du directeur de l'agence se poursuivra dans les autres structures des régions de l'intérieur rattachées à l'agence. Écoutons à présent donc l'intervention du directeur général de l'Agence pour la promotion du sport national. Des premiers contacts à partir de ma nomination de l'Agence nationale pour la promotion du sport. Je fais les visites de tous les centres qui viendront sous ma responsabilité, en commençant par le Stade Gouled, la piscine, le centre de Balbala. Et aujourd'hui, on est ici pour voir un peu le cadre où nos athlètes vivent, et j'ai eu de contact avec les différents responsables. Je suis très content de l'accueil qui m'a été réservé par les responsables de la région et puis le directeur, le gestionnaire du centre. Sur ce, je remercie énormément le ministre, secrétaire d'État au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, qui m'a confié cette tâche et qui m'a fait confiance. Je pense que je serai à la hauteur de cette mission. Comme étant sportif et toujours passer ma vie dans le sport, j'essaierai de mon mieux pour un peu améliorer le cadre de nos athlètes et améliorer un peu les infrastructures de notre pays pour que nos athlètes s'expriment d'une manière au niveau. Et sur ce, le ministre il est exigeant sur ça et je me mettrai dès la semaine prochaine à faire commencer directement, une fois installé dans le bureau, j'essaierai toujours d'être. Et dans le cadre de la célébration des festivités du 45e anniversaire de l'indépendance, une grande soirée d'animation culturelle et musicale a été organisée au siège de l'annexe quartier 4 du RPP avec la participation des jeunes et moins jeunes femmes et hommes venus de tous les quartiers avoisinants, quartiers 5, 6, Nguela et autres. Une soirée organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec la mairie de Djibouti. De nombreux officiels étaient présents à cette soirée, à l'instar des représentants de la société, de l'UNFD, des parlementaires et des élus. Une soirée donc animée par des artistes de renom ainsi que par des groupes folkloriques reflétant la diversité culturelle de notre pays. L'enthousiasme des participantes et participants était palpable et la ferveur patriotique était aussi au rendez-vous. Il faut dire que les festivités du 45e anniversaire de l'indépendance du pays, programmées donc dans les différentes zones de Djibouti-Ville, de Balbala et des régions, vont permettre à la population des quartiers et djiboutiennes de célébrer le 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Au Salid, il y a une nouvelle troupe qui va
je vais là-bas. Je sais pas vous, mais moi j'y suis. Enfin, pour clore l'actualité nationale, le mouvement des jeunes une et indivisible en collaboration avec la commune de Razdika a organisé une opération de nettoyage du terrain OLED. L'objectif est d'agir en collaboration pour renforcer l'engagement civique de notre population à travers des actions de propreté, opération de nettoyage qui a permis également de renforcer les actes patriotiques, civiques, de consolider les liens sociaux, la solidarité entre les jeunes des différentes communes et des régions de l'intérieur. Le terrain de basketball et le terrain OLED ont fait peau neuve sous les yeux des jeunes basketteurs. Les jeunes et les femmes de la commune de Razdika ont donné leur assurance par des messages d'engagement solennels promettant de s'approprier l'esprit patriotique et civique pour continuer cette lutte contre l'insalubrité dans le cadre de leur vie. Et là, nous passons à l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, après 61 ans, la dépouille de Patrice Emery Lumumba va être remise à sa famille. 61 ans après la mort de l'ancien Premier ministre congolais assassiné le 17 janvier 1961 dans le Katanga aux côtés de deux compagnons de lutte, le seul élément de la dépouille du politicien retrouvé en Belgique va être remis à ses proches aujourd'hui. L'hommage aura lieu lors d'une cérémonie au palais d'Edgumont à Bruxelles. La restitution de la dent de cette figure de l'indépendance congolaise est un soulagement pour sa famille, mais aussi pour le pays qui a longtemps cru qu'il ne restait plus rien de Patrice Lumumba. Assassiné avec Joseph Okito et Maurice Mpolo, leur corps avait ensuite été dissous dans de l'acide. En 2016, la justice saisit une dent dans les affaires de Gérard Saute, l'un des officiers belges chargés de faire disparaître toute trace de Patrice Lumumba. Authentifiée aujourd'hui, la dent sera déposée dans un cercueil, puis un discours sera prononcé par le chef du gouvernement belge. La dépouille ira ensuite à l'ambassade de RDC à Bruxelles avant d'être rapatriée demain soir et accueillie par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Les Congolais disposeront de 24 heures pour rendre hommage à Patrice Lumumba. Et enfin, nous finissons en sport. La FIFA lutte contre des abus en ligne. Plus de 55% des joueurs de football ayant participé à l'Euro 2020 et à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 ont été victimes d'abus sur Internet. Un nombre en hausse selon l'étude menée par la FIFA qui révèle que ces insultes homophobes et racistes étaient perpétrées avant, pendant et après les matchs. Plus de 400 000 messages publiés sur les réseaux sociaux ont été examinés. Si aucun nom n'a été spécifié dans le rapport, les internationaux anglais Bakayoko Saka et Jadon Sancho et Marcus Rashford ont tous été victimes d'abus considérables après avoir manqué des tirs au but contre l'Italie lors de la finale de l'Euro 2020. En prévision de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la FIFA s'associe au syndicat international de joueurs, la FIFPro, pour lancer un service de modération pour lutter contre les abus en ligne et proposer un soutien pédagogique et des recommandations en matière de santé mentale à l'ensemble des joueurs et joueuses. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous avec la suite du programme.